J'aimerais parler allocation du capital aujourd'hui parce que parmi tous les talents que doit avoir un PDG, un chef d'entreprise, et on sait que la liste est très longue, je mettrais facilement l'allocation du capital dans le top 3 en termes de compétences. Et ça vous paraît évident de se dire oui, bien allouer le capital, c'est-à-dire allouer l'argent de l'entreprise dans les projets les plus rentables, ça paraît vraiment une évidence, mais ça c'est évident uniquement en théorie parce qu'en pratique c'est beaucoup plus compliqué. Le capital d'une entreprise, c'est un peu comme votre temps. Donc quand votre temps est limité, c'est relativement facile de l'allouer aux tâches les plus importantes et les plus efficaces. Et moi je me souviens bien quand j'étais salarié et je travaillais beaucoup, mes heures hors travail étaient hyper optimisées. Donc tout ce qui était tâches obligatoires, ingrates, je les réduisais au minimum en fait, je me faisais livrer les courses, etc. Je faisais beaucoup de sport à cette époque et je casais mes séances dans chaque moment libre. Donc je pouvais me retrouver à aller nager à 7 heures avant le travail, j'allais courir entre midi et 2, je casais des séances de vélo à droite à gauche, etc. Et mes vacances et mes week-ends étaient eux aussi évidemment très optimisés. Et ça fait maintenant 5 ans que je suis indépendant financièrement, j'ai beaucoup plus de temps libre qu'avant. Et je me souviens, quand j'étais salarié et que je courais pour faire chaque activité, à chaque fois que je m'imaginais dans cette situation, je me disais mais ça va être génial quand j'aurai plus de temps pour moi, je pourrais faire plein de choses. Mais une fois que j'ai eu ce temps libre, j'ai réalisé que c'était souvent la contrainte qui me poussait à en faire le plus possible dans un temps disponible qui était limité. Donc ce que j'ai fait, c'est relativement simple. J'ai choisi de me rajouter des contraintes, des objectifs, et typiquement ces vidéos de finance que j'aime beaucoup faire, ça fait partie de ces contraintes que je me suis rajoutées, contraintes qui évidemment me motivent à progresser, à structurer mon temps, etc. Donc j'ai remarqué que si j'ai trop de temps, je ne l'exploite pas bien. Et c'est exactement la même chose pour les entreprises avec leur capital. Quand elles ont trop de liquidités, elles ne l'allouent pas toujours de manière optimale. Et une étude publiée au début des années 2000, mais que j'ai réactualisée depuis, intitulée « Surprise, gros dividendes égale grosse croissance des bénéfices », montre que plus les entreprises distribuent des dividendes, plus leurs bénéfices futurs ont tendance à croître. Alors c'est contre-intuitif, en tout cas pour moi, parce que j'ai tendance à préférer que les entreprises réinvestissent leurs gains dans des projets à forte rentabilité plutôt que de les redistribuer aux actionnaires. Mais par moment, et on le voit bien depuis quelques années, certaines entreprises ont trop de trésorerie, elles ont trop de cash et elles se sentent obligées de l'investir dans des projets dont la rentabilité est vraiment incertaine. Pour moi, l'exemple typique, c'est quand Mark Zuckerberg a investi, mais je pourrais dire englouti 21 milliards dans le métaverse. Est-ce qu'il aurait fait la même chose s'il n'avait pas ces vaches à lait, c'est-à-dire Facebook, Instagram, WhatsApp, qui lui rapportent énormément de cash flow, qui lui rapportent des milliards chaque année? Probablement pas. S'il avait dû, par exemple, emprunter cet argent, est-ce qu'il serait réellement allé emprunter 21 milliards pour l'investir dans le métaverse? Probablement pas. Il se serait dit c'est trop risqué, etc. Il n'aurait pas mis son entreprise, si elle était plus petite, à risque pour ça. Donc il aurait pris des décisions différentes. Et en étudiant la période 1946-2001, les chercheurs ont remarqué que plus la part des bénéfices distribués était importante, alors attention, c'est pas plus les dividendes sont importants, c'est plus la part des bénéfices dans les résultats est importante, plus la croissance des bénéfices futurs était élevée. Alors comme les données sont un peu anciennes, j'ai refait l'étude sur la période 1960-2023 et ça fonctionne toujours. C'est-à-dire qu'on a une corrélation élevée de 0,4 et surtout quand vous regardez à l'écran, donc pour ceux qui sont en podcast, j'ai mis une courbe avec ce qu'on appelle le payout ratio, le ratio de distribution et une courbe avec les résultats futurs qu'est-ce que j'ai mis, croissance des bénéfices 5 ans ou 10 ans. J'ai même fait 3 ans, j'ai fait plusieurs tests et à chaque fois ça marche très très bien. On voit que les deux sont corrélés. Alors attention, cette étude, elle concerne la moyenne de toutes les entreprises. C'est-à-dire elle montre que les périodes où les entreprises distribuent beaucoup plus de leurs résultats en dividendes, elles sont souvent suivies de belles croissances des bénéfices. Mais l'étude ne précise pas entreprise par entreprise si celles qui distribuent le plus sont celles qui ont la meilleure croissance et je pense que s'ils faisaient ce travail-là, on aurait une réponse qui est négative. Alors je vous rappelle juste, puisque là on parle que des dividendes, mais que les bénéfices des entreprises peuvent être utilisés de différentes manières. C'est ça qu'on appelle l'allocation du capital. C'est-à-dire que le dirigeant peut choisir de les réinvestir dans l'exploitation, c'est ce qu'on appelle le BFR, le besoin en fonds de roulement. En fait, je dis décider, mais ça, si le dirigeant ne le fait pas, en gros, l'entreprise, elle va faire faillite, elle ne va pas pouvoir même générer juste un chiffre d'affaires normal l'année suivante. Donc, on va dire que par défaut, il faut que le BFR, le besoin en fonds de roulement, soit couvert. Ensuite, le dirigeant peut décider de réinvestir pour maintenir ou augmenter l'outil de production, c'est ce qu'on appelle donc le CAPEX, les investissements. Ensuite, le résultat peut être utilisé pour faire des acquisitions, évidemment, des OPA, des fusions, etc. Il peut être utilisé pour rembourser les dettes, donc dans ce cas-là, il va rendre l'argent à ses créanciers, ou bien, et c'est ça dont on parle aujourd'hui, redistribuer aux actionnaires sous forme de dividendes, ou bien
de rachat d'actions. Donc c'est ce taux de distribution des dividendes qu'on appelle le payout ratio qui est la variable qui est suivie dans l'étude. Alors pourquoi est-ce qu'un taux de distribution élevé serait lié à une croissance future des bénéfices? Dans l'étude, ils donnent 2 raisons. La première, ils nous disent, c'est qu'un taux élevé de distribution signalerait que les dirigeants ont confiance dans la stabilité des bénéfices. Voilà, s'ils redistribuent beaucoup aux actionnaires, ça veut dire qu'ils n'ont pas de crainte sur le futur proche. Et la deuxième raison, c'est celle que j'ai mentionnée au début, c'est que si vous réinvestissez énormément dans votre entreprise, si vous avez trop de cash pour vos futurs investissements, vous allez peut-être prendre des mauvaises décisions et affecter ce cash à des projets moins rentables. Et cette question, c'est drôle parce qu'elle est directement liée à l'une de mes plus grosses questions du moment. La question, c'est est-ce que les géants de la tech, comme Microsoft, Alphabet ou Meta, ont raison d'investir des milliards dans des data centers dédiés à l'intelligence artificielle? C'est une grosse question pour moi. Pourquoi? Parce que déjà, ce sont des entreprises que j'ai en portefeuille, ou même si vous avez tout simplement des ETF S&P 500, des ETF américains ou autres, même des ETF monde, ce sont des positions qui pèsent lourd dans le monde d'aujourd'hui. Et ce qu'on constate, c'est que ces entreprises, elles ont des flux de trésorerie, elles ont des cash flows tellement élevés qu'elles font ces investissements sans trop de difficultés. Elles investissent des milliards, des dizaines de milliards, mais ça ne pèse pas trop aujourd'hui, en tout cas, sur leur capacité de BFR, par exemple, de faire des acquisitions, etc. Elles sont souvent très peu endettées, donc aujourd'hui, ça ne leur pose pas de problème. Mais si elles n'avaient pas ces liquidités à disposition, est-ce qu'elles feraient les mêmes choix? Et c'est vrai que quand on entend parler les PDG, la plupart ont parlé de ça cet été lors des derniers résultats, et je pense qu'ils en reparleront dans les résultats qui vont être annoncés dans les prochaines semaines. Moi, j'ai été marqué par ce que disait le PDG d'Alphabet cet été. Il disait « Le risque de sous-investir est plus grand que celui de surinvestir ». Et ils disent tous la même chose, les patrons de la tech. En gros, ce qu'ils disent, c'est « On ne sait pas si ce sera rentable, on ne sait pas si l'intelligence artificielle sera rentable. Est-ce qu'on place bien notre argent, nos milliards aujourd'hui? On n'est pas sûr, mais on ne peut pas prendre le risque de ne pas investir massivement. » Et mon sentiment, c'est que si ces investissements étaient faits avec de l'argent qui est plus rare, par exemple de l'argent emprunté, ou s'ils avaient dû faire des levées de fonds, peu importe, ils dépenseraient les dizaines de milliards avec un peu plus de précaution. Point important, si vous voulez utiliser ces données pour investir, aux États-Unis, alors je n'ai pas regardé en Europe, le rachat d'actions a lentement dépassé les dividendes. Donc, si quelqu'un veut faire une étude actualisée, il faut inclure cette dimension des rachats d'actions. Parce que depuis à peu près 2004, les rachats d'actions sont supérieurs aux dividendes, à peu près tous les ans depuis 2004. Et sur certaines années, c'est vraiment bien supérieur aux dividendes. Ce qui montre d'ailleurs, alors je sais qu'on va me dire comme d'habitude, oui Xavier, tu as un discours anti-dividende, tu attaques les gens qui regardent les entreprises de rendement, etc. Mais c'est tout simple. Pour moi, regarder le rendement du dividende, ce n'est absolument pas logique. C'est une mesure qui pour moi, c'est un critère qui pour moi n'a aucun sens. Ce serait, si on devait regarder quelque chose, ce serait la somme dividende plus rachat d'actions qu'il faut regarder. Et si vous avez du mal à me croire, je vous montre le taux de distribution des dividendes du S&P 500 au cours des 12 derniers mois, c'est 37%. D'accord? Donc ce payout ratio, il est de 37%, ce qui est en dessous de la moyenne des 60 dernières années, qui est plutôt autour de 44%. Mais si on compte les rachats d'actions, le taux de distribution est de 90%. Pourquoi? Parce que les rachats d'actions au cours des 12 derniers mois sur le S&P 500 représentent 53% des résultats. Donc, les entreprises américaines reversent des montants énormes aux actionnaires, mais si vous ne regardez que les dividendes, vous pensez que c'est 37%, mais si vous rajoutez les rachats d'actions, on monte à 90%. Donc, si on prend l'étude et si on pense que 90% c'est élevé, ce serait plutôt un signal positif. Mais si on regarde, et je vous le mets encore à l'écran, les taux de distribution dividendes plus rachat d'actions depuis 2018, on se rend compte qu'il y a eu des années bien supérieures, et notamment les années 2018 à 2020, le taux était supérieur à 100%. En 2022, à nouveau taux supérieur à 100%, mais 2022, il faut se souvenir que les résultats étaient un peu plus compliqués pour les entreprises. Donc le critère à regarder, si ça vous intéresse, c'est bien taux de distribution du dividende plus le taux des rachats d'actions. On le voit, c'est vraiment énorme à l'heure actuelle aux États-Unis. Alors, je parle souvent des États-Unis parce que les données sont beaucoup plus compliquées à trouver en Europe, mais vous pouvez le faire. Et vraiment, le point important, je pense, pour ne pas interpréter cette étude de la mauvaise manière, c'est de garder en tête que c'est une moyenne de toutes les entreprises. Donc, c'est pour dire quand le marché, les entreprises, d'une manière générale, décident de distribuer plus, dividendes, et moi j'inclurais donc dividendes et rachats d'actions, ça donne un signal positif. Et d'ailleurs, c'est assez prédictif puisque la croissance des bénéfices des prochaines années sera globalement élevée. Et à l'inverse, quand ils décident de moins distribuer, c'est plutôt un signal négatif. Ce serait intéressant de faire la même étude entreprise par entreprise et de voir à quel point c'est prédictif sur la croissance future
Je ne pense pas, parce qu'on voit aujourd'hui que les plus gros distributeurs de dividendes, rachat d'actions c'est un peu moins vrai, mais en tout cas les plus gros distributeurs de dividendes dans l'automobile, dans la banque, dans l'énergie aussi, ce ne sont pas ceux qui ont la plus forte croissance des bénéfices, bien au contraire, mais je trouve drôle d'étudier ça justement au niveau global. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Bien sûr, je suis intéressé par tout commentaire des personnes qui utilisent le taux de distribution ou ceux qui utilisent les dividendes. Est-ce que malgré tout, vous regardez aussi les rachats d'actions? Ce que je vous conseille vraiment de faire aujourd'hui, regardez uniquement les dividendes, je trouve ça moyen. Il ne faut pas oublier que l'entreprise décide de donner de l'argent aux actionnaires et ensuite elle a le choix, rachat d'actions ou dividendes, et c'est la même chose. Je sais que beaucoup de gens ont du mal à le comprendre, mais du point de vue de l'actionnaire, il y a un côté qui est fiscalisé et pas l'autre, d'où l'intérêt des entreprises pour les rachats d'actions. Voilà, merci encore pour votre fidélité, n'oubliez pas de liker, de partager et bien sûr de commenter, et moi je vous dis à bientôt pour une autre émission.